Alors, nous voilà au dernier et non le moindre panel conférence de ce premier forum virtuel des investisseurs immobiliers présenté par le Collège MREX, le format virtuel, bien sûr, de nos très appréciés forums qu'on tenait pré-COVID à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau et à Québec. Mais maintenant, avec la technologie, on peut le faire en une belle journée, disponible à tous, peu importe si vous pouvez vous déplacer ou non. Alors, on termine la journée avec un excellent panel de discussion sur les marchés secondaires qui vont inclure, bien sûr, Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke et les différents autres marchés secondaires qui pourraient faire partie de la discussion. Alors, j'invite mes panélistes essentiellement. J'ai 3 panélistes au lieu de 4 parce qu'il y en a un qui, malheureusement, a des problèmes d'Internet au Mexique. Trop excité de voyager là, avec les allègements du COVID. Alors, on le salue tout de même si jamais il finit par nous voir, M. Jean-Charles Goyesh. Et les 3 qui sont là, qui ne sont pas partis au Mexique, vraisemblablement. Félix Hamel, Félix Blanc, Alexandre Boisvert. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comme dirait Ron Fournier, bonsoir les sportifs. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va bien? Toi? Ça va très bien. Donc, marché secondaire, on vient d'avoir une belle discussion sur les marchés primaires. Et là, on a 3 gars qui sont actifs dans les marchés secondaires. Puis, ben, moi aussi, je suis le 4e gars qui est actif dans les marchés secondaires. Alors, Félix Hamel, tu es à Trois-Rivières. Félix Blanc, tu es à Montréal, mais tu es actif à Sherbrooke. Puis, Alexandre Boisvert, tu étais à Montréal, tu es rendu à Sherbrooke, puis tu es actif à Sherbrooke, comme investisseur et également comme courtier immobilier. Félix Hamel, toi, tu es gestionnaire immobilier en plus d'être investisseur. Alors, je vous donne chacun un petit 20-30 secondes pour vous présenter à l'auditoire du Collège MREX. On peut commencer par toi, Félix Hamel. Salut Nick, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour la série sur le Sunday, je pense, le dernier forum. Tout à fait. Alors, moi, Félix Hamel, je suis gestionnaire immobilier, Trace Valeur Immobilière à Trois-Rivières. On gère environ 1600 logements. On a beaucoup également de projets là, de développement immobilier, alors autant rénovation, optimisation de logements actuels, d'immeubles, et également de développement de terrain, là, fait que développement, déboisement, puis développement à long terme, et autant revitalisation de friches, anciennes friches industrielles, exemple dans le centre-ville, là, pour lever des immeubles là, plus avec une plus forte densité, disons-le comme ça. Là, fait que des beaux gros projets, fait que manque pas d'ouvrage à Trois-Rivières. C'est bon, ça. Ça en prend. Alexandre Boisvert, juste pour faire une petite séparation entre les deux Félix. Oui, ça va être plus facile à se souvenir. Alexandre Boisvert, courtier immobilier chez Agence IR. Évidemment, on est spécialisé en immeubles à revenus, donc multilogement commercial. Comme Nicolas le disait en intro, aussi investisseur immobilier sur des projets principalement d'optimisation de use, mais ça en ligne aussi vers probablement du neuf là, à moyen terme, disons. Pas mal ça. C'est curieux parce qu'on a Félix Hamel qui a commencé comme gestionnaire puis qui est devenu investisseur immobilier puis qui est bien sûr encore gestionnaire. Puis Alexandre Boisvert, toi, tu as commencé comme investisseur, tu es devenu courtier immobilier finalement. Oui, exactement. Par la bande, je pense qu'on faisait un travail de prospection qui nous a permis justement qui nous a donné l'idée de faire du courtage. Puis, bon an allant, on a développé ce volet-là qui est aujourd'hui le core business dans le fond, parce que dans le fond, mes différents associés, c'est les mêmes que dans l'investissement immobilier. Puis, c'est ça, c'est devenu le core business. Puis, l'investissement immobilier, c'est devenu un peu en back-office, si on veut. Là. Excellent. Et Félix Blanc, non pas le moindre, notre philosophe national au Collège MREX. Absolument. Ben oui, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de moi, moi j'ai un background en philo. Donc j'ai étudié en philo à Montréal puis à Paris. Puis après tout ça, je voulais me lancer dans des projets un peu plus entrepreneuriaux. Donc c'est ça, je me suis lancé il y a à peu près 3 ans maintenant. Après être passé par les cours de la MREX, donc j'ai fait tout le cursus. Et puis c'est ça, en partenariat à Sherbrooke, on a fait plusieurs acquisitions, on a acheté plusieurs immeubles dans les dernières années. On se spécialise en optimisation.
Donc, c'est pas mal ça. On travaille notamment avec Alexandre Boisvert, excellent courtier à Sherbrooke, d'ailleurs. Merci. Puis, et puis, c'est ça. En ce moment, ben, je suis chef de parcours chez MREX. Donc, dans le CMFE, autant que dans la meute multilogement, là, j'accompagne les étudiants de A à Z là, au cours de la formation pour m'assurer qu'ils gardent le fil puis coordonner les différents intervenants là, tout au long de la session. Fait que, ça ressemble un peu à ça. Puis là, maintenant, je pense que tu es en train d'ajouter une corde à ton arc, là, architecture, hein, c'est ça? Oui, absolument. Oui, j'ai commencé des études en architecture. Fait que éventuellement, le rêve, ça serait de pouvoir dessiner mes immeubles multilogements moi-même. Puis peut-être aussi d'aller sur des projets un peu plus de co-living, puis des projets innovants. Là. Moi, c'est toujours l'innovation qui me parle le plus là, dans les projets. Donc, jusqu'à maintenant, on a été assez traditionnel dans notre modèle d'affaires. On a vraiment fait le parcours traditionnel des optimisateurs, mais éventuellement, j'aimerais ça aussi me consacrer à des projets peut-être innovants en architecture. Là. Super. Pour ma part, ben, je pense que j'ai été ici pas mal souvent aujourd'hui au Forum des investisseurs. Tout le monde me connaît comme étant PDG d'MREX, également professeur au Collège MREX en ingénierie financière multilogement. Je pense que je suis, sans vouloir avoir de l'air arrogant ou quoi que ce soit, je pense que je suis la personne qui a été le pionnier de l'ingénierie financière en immobilier spécifiquement, du moins au Québec, mais probablement à plus grande échelle, mais on laissera ça pour une autre discussion. Je suis également investisseur immobilier dans un marché secondaire à Sherbrooke. Donc, une quarantaine d'acquisitions depuis 24 mois. On est en train de développer une entreprise verticalement intégrée. On est notre propre investisseur, on est notre propre gestionnaire et on est également notre propre entrepreneur général. Donc, cette année, là, on a un chiffre d'affaires qui avoisine le 30 millions de dollars, puis on est rendu à pas loin de 40 employés à temps plein. Donc, en plus d'être chez MREX, je connaissais un petit peu les marchés secondaires. Pour ceux qui ont suivi les manchettes dernièrement, je pense que je connais bien ça. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à ça. La discussion que je viens d'avoir dans le panel avant avec les boys des marchés primaires, Montréal, Québec. Tu sais, moi, à la base, j'étais un gars de Québec qui est rendu à Sherbrooke en Estrie. Vous êtes quand même des gars, tu sais, Alex, tu viens de Montréal. Je pense que tu avais même acheté des immeubles à Montréal hein, au début, ça se peut-tu? Non, en fait, c'est un de mes collègues qui en avait acheté. C'est tes collègues qui en avaient acheté. Mes partenaires ont monté. Tu connaissais le marché de Montréal. Félix Blanc, tu es un gars de Montréal aussi. Là, fait que, puis Félix Hamel, je sais que tu connais quand même bien Québec. Tu es un gars de Trois-Rivières. On connaît les marchés primaires. On a toujours des yeux là-dessus un peu. Là, on est des investisseurs dans les marchés secondaires. Est-ce que vous trouvez que les marchés secondaires, puis quand je parle de marchés secondaires, je parle de Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, on pourrait inclure là-dedans probablement des marchés comme Granby, Saint-Jérôme, Chicoutimi, Rimouski, des endroits comme ça. Avez-vous l'impression que les marchés secondaires, que le gap, la différence entre le marché secondaire et le marché primaire au Québec, il s'est rapetissé? Moi, c'est mon impression. J'ai comme l'impression, là, surtout depuis peut-être un 6 à 8 mois, là, qu'il y a de moins en moins de différence entre les marchés secondaires, surtout les 3-4 majeurs, là, les Trois-Rivières, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, là, surtout, là, on dirait que de plus en plus, c'est quasiment des marchés primaires. Effectivement, si je peux répondre là-dessus, si ce qu'on entend par marché primaire, c'est des marchés avec une prime de marché, effectivement, là, à Sherbrooke, Alex, tu dois le voir, Félix Hamel, je ne sais pas si à Trois-Rivières, c'est aussi intense qu'à Sherbrooke, mais nous, acheter des choses sans prime de marché en ce moment, c'est assez difficile. Par prime de marché, ce que tu veux dire, c'est la différence entre la valeur économique et la valeur marchande, là, essentiellement. Oui, exact. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les définitions, là, un marché secondaire, théoriquement, c'est un marché où les valeurs marchandes et les valeurs économiques sont comme nez à nez. Donc, autrement dit, il n'y a pas de portion non finançable lorsque tu achètes un immeuble. Puis, en tout cas, bref, à Sherbrooke, en ce moment, il y a des primes de marché sur pas mal tous les immeubles. En fait, on pourrait presque parler de marché primaire. Je suis d'accord avec toi, Nick. Pour vrai, moi, ce que je constate en ce moment, c'est que Sherbrooke est en train de devenir un marché primaire de plus en plus. Oui, absolument. Puis, vas-y, Alex, excuse. Absolument. Puis, justement, je pense que c'est dû à une... Bon, je ne peux pas parler pour Trois-Rivières, mais à Sherbrooke, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une confiance des investisseurs envers le marché, justement, qui est en train de s'établir. C'est justement ce qui fait, selon nous, que les investisseurs sont prêts à, justement,
mettre la différence entre la valeur économique et la valeur marchande directement à 100% non finançable sur les immeubles. C'est quelque chose qu'on sent dans 90% des transactions. Puis si on recule il y a même 2 ans, même pas un petit peu après COVID, on était toujours nez à nez, ou même des fois la valeur marchande pouvait être en dessous de la valeur économique. Les immeubles étaient... je pense aussi que les banques les banques embarquent là-dedans, reconnaissent les valeurs, reconnaissent aussi les valeurs locatives qui sont plus hautes. Donc, c'est sûr que ça va épauler les investisseurs dans leur parcours du marché de Sherbrooke, disons. Ouais. Félix, à Trois-Rivières, qu'est-ce que tu vois? 100% d'accord. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu un immeuble à valeur marchande qui est à la valeur économique et qui est grosso modo équivalent à la valeur marchande. Je pense qu'à Trois-Rivières, il y a eu beaucoup de rattrapage dans les dernières années sur la valeur locative. Là. Par valeur locative, j'entends le prix des loyers. On était longtemps, on a loué des 4,5 à 600 $. Puis là, ça a fait un jump là, de un bon 150 $, mettons, dans la dernière année et demie, 2 ans. Fait que, évidemment, c'est sûr que ça hausse de façon significative les revenus, mais ça vient aussi rebalancer un petit peu les dépenses, parce qu'évidemment, c'est un immeuble qui soit à Montréal, à Trois-Rivières, et pas tant la dépense est plus en termes de l'actif, que ce soit les taxes municipales, les assurances, etc., le déneigement, qu'en termes des revenus. Fait que on avait beaucoup de dépenses puis pas beaucoup de revenus. Fait que là, ça a venu vraiment contrebalancer ça. Ce qui fait que là, ben, effectivement, la valeur marchande, donc potentielle, est de plus en plus élevée. Alors, ce qu'on voit, puis ce qu'on voyait beaucoup, tu sais, Montréal, Québec, les gens, on achetait sur des valeurs qui étaient plus potentielles, alors sur des valeurs potentielles de revenus de loyer, parce qu'on savait qu'il y avait du rattrapage de vieux locataires qui étaient là avec des prix plus faibles. Alors qu'à Trois-Rivières, ben, on était capable aussi d'augmenter les loyers année après année, mais il n'y avait pas un gros clash entre un logement rafraîchi, puis il n'y avait pas un gros clash de on prend un logement à 600, on le rénove, puis on le loue 1000 comme à Montréal. On n'était pas capable, nous, de faire ça, des grosses optimisations. Puis là, en ce moment, ben, l'élastique, on est capable de l'étirer un petit peu plus, justement, parce que la valeur locative potentielle est beaucoup plus élevée. Fait que là, oui, on est en train de payer des grosses primes de marché parce qu'on le sait que la valeur des baux actuels à 600 $, ben, c'est pas la valeur réelle. Puis qu'il y a une valeur qui est potentielle, qui est beaucoup plus élevée. Fait que, oui, en ce moment, il y a des grosses primes de marché. Il y avait comme pas de confiance dans la croissance, hein, parce que... Non, exactement. Tu disais, mettons, voilà 4-5 ans, là, qu'un jour, il y aurait des 4,5 à 1000 $ par mois à Trois-Rivières. Pas sûr que quelqu'un t'aurait cru. Là, on ne louait même pas ça dans le neuf. C'était la même chose à Sherbrooke. Je me rappelle quand je rentrais dans le marché de Sherbrooke, là, ça me faisait passer à Trois-Rivières. T'es comme, hey, il y a encore des 4,5 à 100, en bas de 600 $. Voyons, non, ça se peut pas. C'est comme, c'est une aberration totale, ça n'existe pas. Puis finalement, ben, c'est un peu ça. Il y a du rattrapage là-dedans. Puis je pense qu'il y a une vigueur économique qui a été prouvée autant à Sherbrooke qu'à Trois-Rivières. Puis là, on n'a pas de représentant de Gatineau, malheureusement, mais aussi à Gatineau, là, de plus en plus. Là, c'est un peu... Tu sais, j'arrive de Gatineau, là, j'ai passé 2 jours avec Docteur Bordelot, notre cher CFO, puis lui, il a investi à Gatineau, puis sensiblement la même chose qu'à Trois-Rivières puis à Sherbrooke. C'est des marchés qui ont comme été délaissés tellement longtemps parce que les loyers faisaient tellement pas de sens d'un point de vue de réinvestissement économique. Puis là, les immeubles se sont tous délabrés à un point que on est comme rendu à un point de non-retour. On était à un point de non-retour dans ces 3 marchés-là où il fallait que quelque chose se passe. Si les loyers n'augmentaient pas, ben, on parle des fois d'abordabilité de logement, là, mais moi, je pense que le path, sur le chemin sur lequel que Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau étaient, il y aurait eu encore moins de logements éventuellement parce que les logements devenaient de plus en plus inhabitables. Personne n'en construisait de nouveau parce que les loyers étaient pas assez hauts pour justifier les coûts de construction. Personne n'en rénovait parce que les loyers n'étaient pas assez hauts pour justifier les rénovations. Puis ça allait comme exacerber le problème de ces marchés-là. Mais je pense que le taux de vacances, il est quand même pour beaucoup, dans le sens où avant, on avait l'impression, puis c'est pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, là, des taux de vacances à Trois-Rivières à 6 %. Ah, je me rappelle même du 7-8, il me semble, quand on s'est connus.
là, peut-être 8-9 ans. Là. Il y a déjà eu jusqu'à du 7-8. Ça, c'est peut-être dans ton quartier préféré, là, à Trois-Rivières. Ah, c'est vrai, ça, c'est la petite Pologne, excuse-moi. mais bref, c'est ça. Avant, j'avais l'impression, justement, on en gère beaucoup, fait qu'on est capable de voir vraiment la comparaison entre les marchés, entre le neuf et l'usager. J'avais tout à l'impression que le prix de l'usager, vu qu'il y avait une suroffre, tirait vers le bas le prix du neuf. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est qu'on est en pénurie de logements. Puis le prix du neuf, on loue des 4,5, on fait des développements, mettons des 6 logements actuellement, on les loue grosso modo 1 300 ce qu'on était capable de louer 1 000 là, pas plus que 2 ans. Fait que le prix du neuf actuellement tire vers le haut tout le prix du usager. Puis c'est un peu la lecture que j'en fais. Puis évidemment, ben là, on pourrait aussi parler après de la COVID qui a fait un peu une migration là, des grands centres vers des marchés secondaires là, qui a beaucoup aidé à ça. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. Le taux de vacances a comme fait changer un peu ce qui tirait la moyenne là, soit vers le bas, puis maintenant qu'il la tire beaucoup vers le haut. Puis 1300 encore pour un logement neuf, un 4,5, là, je veux dire, j'en construis, vous n'avez rénové, Félix t'en construit et t'en rénove. 1300, là, c'est pas cher versus ce que Ben c'était. là, on parle effectivement là, de l'année passée, puis on parle également de petits 4,5 avec des qui sont quand même, je dirais, quasiment abordables. Mais quand on va dans des comme là, on a des projets là, avec des immeubles qui sont plus haut de gamme, stationnement souterrain, ascenseur, espace commun. Puis là, effectivement, on est plus dans le entre 1800 puis qu'on peut aller jusqu'à du 2700, là, effectivement. Puis on parlait de ça avec, je parlais de ça avec un gars de gestion de patrimoine de Desjardins, puis lui qui est à Montréal. Puis il disait, crime, il dit, mon gars, il a loué un condo là, en face du CHUM, justement. Là, puis il payait 2700. Puis il dit, j'arrive à Trois-Rivières, je vois une annonce d'un 4,5 à 2600. Je dis, tabarnak, il dit, qu'est-ce qui s'est passé à Trois-Rivières? Il dit, il me semble que quand je la voyais à l'université, on payait 600$ par mois. Fait que, effectivement, il y a eu un gros changement dans les marchés secondaires. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi, Nick, dans les 2-3 dernières années. Est-ce que, tu sais, là, tu as parlé de. Tu as soulevé le point de les gens qui s'en vont vers les marchés secondaires. Puis ça, je pense qu'on l'a vu quand même beaucoup, hein, beaucoup de gens qui ont déménagé vers, mettons, Sherbrooke, en Estrie, puis les environs, là, tu sais. Puis Trois-Rivières aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis de Montréal, des gens partis de Québec. Plus de monde vraiment parti de Montréal que de Québec pour aller vers Trois-Rivières. Ma perception de l'extérieur. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est sûr que ça a un effet parce que ces gens-là achètent des maisons, ça augmente le prix des maisons. Plus que le prix des maisons augmente, ben, il y a une corrélation avec le prix des loyers aussi, là, généralement. Là. Mais est-ce que d'un point de vue transactionnel, nous, on achète des blocs. Là. Je pense que la part des gens qui écoutent présentement ce panel de discussion-là, c'est des gens qui achètent des immeubles ou qui veulent acheter des immeubles. Est-ce que vous considérez que le prix des immeubles a augmenté à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau, dans les marchés secondaires, à cause justement de cet effet-là des loyers? Ou est-ce qu'il y a un effet de migration d'acheteurs d'immeubles? Tu sais, je pense à Sherbrooke, là, puis Alex, t'es courtier immobilier, fait que tu pourrais probablement mieux le dire que tout le monde ici, là, mais à Sherbrooke, j'ai l'impression que beaucoup d'acheteurs, c'est des acheteurs de Montréal. Je ne sais pas pour Trois-Rivières, mais Sherbrooke, j'ai cette impression-là. Énormément. Je veux dire, à peu près 50% des promesses d'achat qu'on reçoit sur du multilogement, c'est des gens de l'extérieur. Puis je pense que tous les facteurs qu'on parle depuis tantôt, ça a un effet domino justement sur la prise des valeurs, la compression des TGA. Le prix d'entrée de gamme d'une maison à Sherbrooke a augmenté énormément. Sur 2 ans, on est presque à du 40-50%. C'est énorme. Évidemment, ça a un impact sur le logement, mais le prix aussi d'entrée de gamme des logements a tellement augmenté. Les petits logements, exemple, du studio à du toit et demi, il n'y a rien en bas de 550 $ de potable. Évidemment, il reste des logements plus bas, mais des potables, ça commence à 500, 600 $. Tu le mentionnais tantôt, il y a 2 ans, un 4,5, cet esprit-là. Aujourd'hui, un 4,5 potable est rendu à 800-900 $. Puis quand je parle de potable, c'est de l'entretien général. C'est un immeuble qui est habitable, qui n'a pas de problème, mais qui n'a jamais été rénové plus qu'il fallait. C'est pas chic, là. C'est ça. Pas... Exact. Puis, tu sais, l'effet domino, justement, du COVID qui amène des personnes vers Sherbrooke énormément, on l'a senti dans les 2 dernières années. Autant dans l'unifamilial, comme tu dis, que ça a créé une pression, mais aussi dans les logements. Ces gens-là étaient capables de, justement, peut-être
supporter des logements, des loyers un petit peu plus chers parce qu'ils étaient habitués d'un côté. Je pense à des secteurs comme le plateau McRae à Sherbrooke, comme le carré Belvédère, où justement, de l'entrée de gamme du 4,5 sur 12-1300. Puis quand on va plus vers de la qualité, on atteint 17-1800 pour un 4,5. On ne pouvait pas faire ça il y a 2 ans à Sherbrooke. Si on faisait un projet et qu'on se basait sur ces valeurs-là, on n'allait pas venir à bout de notre projet. Aujourd'hui, on sent justement qu'on est capable d'aller chercher ces valeurs-là, puis souvent on parle avec même des propriétaires, des vieux propriétaires de blocs, même eux commencent à s'en rendre compte, ils mettent leur logement à louer et ils reçoivent 49 messages en une journée, 62 visites, ça n'arrête plus. Ces gens-là s'en rendent compte, puis ils se rendent compte de l'importance aussi, puis du rattrapage qu'ils auraient peut-être dû faire à travers les années, j'ai l'impression. Puis je pense aussi qu'il semble y avoir un shift dans le type de propriétaire. Tu mentionnais les vieux propriétaires de blocs, Alex. J'ai l'impression qu'il y a un rapport vraiment différent au levier, en fait. Donc, les vieux propriétaires de blocs, je pense que généralement, leur objectif, c'était d'avoir des immeubles clairs de dette qui vont être vraiment riches en cash flow. Mais quand ton rapport à l'optimisation puis à l'entretien de tes immeubles est complètement différent quand tu n'as pas d'hypothèque que quand tu en as une. Parce que quand tu as une hypothèque, dans le fond, tu bénéficies d'un effet de levier. Fait que si tu augmentes tes revenus, ben, tu vas créer une valeur comme substantielle. En fait, ce qui va rembourser tes rénaux, ça va être tes produits de refinancement. Tandis que si tu n'as pas d'hypothèque, ce qui va rembourser tes rénaux, ben, ça va être tes revenus. Ton cash flow. Ouais, ton cash flow. Fait que rembourser des rénaux avec du cash flow, ça prend une éternité. Il n'y a personne qui veut faire ça. Fait que je pense que ce shift aussi là de propriétaires, de passer de propriétaires pas de levier à des propriétaires pleins de levier, ça fait en sorte que d'un coup, les rénovations font du sens. Ça vaut la peine d'investir 10 000 $ dans ton logement si tu es capable d'augmenter 100 $ par mois. Fait qu'en tout cas, il y a comme des choses comme ça qui apparaissent un peu plus, j'ai l'impression. En tout cas, moi, par rapport aux propriétaires à qui j'ai parlé, les vieux propriétaires, souvent, ils ont une conception tellement différente. Ils sont comme, hey, des hypothèques, des dettes, c'est vraiment quelque chose dont il faut se défaire. T'sais. Nous, on est vraiment dans un autre mindset. Tous les investisseurs de notre âge sont comme, tant et aussi longtemps que tu as une dette qui génère plus de rendement que le coût qu'elle coûte, ben, tu es en train de t'enrichir. Fait qu'en tout cas, on a comme un autre mindset complètement. 100% d'accord avec toi, Félix. Moi, dans le domaine de la gestion immobilière, il y a beaucoup d'éducation à faire. Tous les propriétaires ont fait que ça. On entendait tellement souvent avant, ben, on va l'augmenter de 50$, je vais être capable de me repayer en 4 ans mes rénaux. Ouais. C'est pas de même, ça marche. Là, mais effectivement, je suis 100% d'accord. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Puis oui, on dirait que le marché change en lien avec ça. Fait que ce qui est presque une bonne chose, autant pour les locataires que pour ceux qui sont déjà dans le marché, parce que plus qu'on est capable d'avoir une intelligence financière puis utiliser l'ingénierie financière, plus qu'on est capable d'attribuer une valeur qui est élevée à des immeubles dans lesquels il y a des gens qui ne sont pas capables de leur attribuer de valeur. On en voit tellement sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de bon sens, le monde paye des prix de fou. Je ne comprends pas comment ils peuvent faire de l'argent avec. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le modèle d'analyse financière ou d'ingénierie financière que le Collège Emmerich enseigne si bien. Fait que oui, je pense que tu as totalement raison. Il y a un gros changement. Là-dedans aussi, je me rappelle, moi, j'avais l'avantage de rentrer dans un marché secondaire avec des yeux d'extérieur. J'avais comme des yeux de spectateur un peu, tu sais. Je pense que c'est bon des fois d'être capable de prendre l'élévation et d'avoir une vue d'ensemble, de voir la forêt pour de ne pas juste voir l'arbre, mais de voir la forêt. J'ai l'impression que beaucoup de propriétaires d'immeubles dans les marchés secondaires voyaient juste l'arbre, puis ils ne voyaient pas la forêt. Ils n'étaient pas de reculer, puis de prendre du recul, puis de voir ce qui s'en venait ou ce qui était possible, en fait. Même pas ce qui s'en venait. Puis il y en a beaucoup qui disaient « Ah, ça n'a pas de bon sens. Le monde n'acceptera pas ça. » Je me rappelle, le premier immeuble qu'on a acheté à Sherbrooke, c'était sur la rue Short, en face de l'école Larocque. Et c'était des 4,5 à genre 5,50, 625$. Puis le monde me disait « T'es un malade mental d'acheter ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais pas Sherbrooke. Tu vas te planter.
Jamais de la vie que tu vas avoir 950$ de loyer quand tu vas rénover ton 4,5. T'es fou dans la tête. Si tu as 8,95$, là, je t'emmène au zoo gratuitement, ou à la ronde, whatever. Au Saint-Hubert. Au Saint-Hubert, je t'amène au Chick King gratuitement. On a bien plate les paris dans votre coin. Ouais, c'est pas plate. Il n'y a pas de bande danseuse à Sherbrooke, fait que, ils ont tout fermé. Rita, c'est fermé, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que je t'amène au Chick King si tu fais ça. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, un 4,5 rénové, là, c'est 13, 1400. J'en vois même à 1500$ par mois. Puis là, les propriétaires de bloc, ils ne comprennent pas. Mais tu sais, les loyers, c'était ma croyance, c'est que les loyers étaient bas parce que personne n'avait osé en rénover. Personne n'avait osé offrir des beaux logements au marché. Fait que c'est sûr que le monde n'était pas prêt à payer ces prix-là pour des logements parce qu'il n'y avait pas de. Tu sais, il n'y en avait pas de qualité. C'est comme dire oublie ça à Sherbrooke, il n'y a jamais personne qui paierait pour une Mercedes ou une Lexus ou une BMW. OK, mais tu sais, quand tu dis ça, alors que il n'y a aucun concessionnaire à Sherbrooke, à part des concessionnaires de Lada, je prends un exemple, mettons, là, tu parles un petit peu à travers de ton chapeau. T'sais. Peut-être que tout le monde achète des Lada à Sherbrooke parce que le seul concessionnaire d'auto qui existe à Sherbrooke, c'est le concessionnaire de Lada. Mais le jour que tu arrêtes de juste vendre des Lada, peut-être que les gens vont acheter d'autres choses. En tout cas, moi, ma lecture, c'est que c'était un peu ça qui est arrivé. Il n'y en avait pas d'offre de qualité, pas d'un point, pas à scale. Oui, il y en avait des immeubles, mais d'un point de vue vraiment d'offres, une belle quantité d'offres de qualité, diversifiée à travers les différents secteurs de la ville. Il n'y en avait pas, là, simplement. Là. Non, absolument. Puis je pense qu'à Sherbrooke, on le vivait énormément. Tu parles des personnes qui disaient que tu ne pouvais pas louer tes 4,5 à ce prix-là, mais tu regardes le centre-ville, tu regardes comment ça avait été délaissé, tu regardes plusieurs secteurs de Sherbrooke qui ont été justement délaissés. Il y a plein de facteurs. Là. On ne peut pas mettre tout ça sur le dos de la ville, tout ça sur le dos des anciens propriétaires. Je pense que c'est une mixité de facteurs qui fait qu'on s'est rendu là. Puis je pense que tu le dis bien, les gens qui voyaient l'arbre et non la forêt, mais je pense qu'il y a eu une période d'adaptation aussi de ces gens-là. Les gens de Sherbrooke, je me rappelle peut-être début, pas 2021, mais début 2020, avaient de la misère à faire des offres pour accoter les gens de Montréal, les gens de l'extérieur, les investisseurs qui avaient un certain parcours, disons-le ainsi. Il y avait de la misère à vouloir se frotter avec eux, puis aujourd'hui, ben, ils partent en surenchère, puis ils n'ont pas de problème à embarquer dans le bain parce qu'ils se rendent compte que les valeurs vont suivre, les valeurs locatives suivent, le marché est capable de le prendre. Clairement, il y a eu une période d'adaptation. Là. Je me rappelle que même moi, j'étais un peu victime de ça. J'étais habitué de payer tellement pas cher les immeubles. C'est sûr que quand on voit je regardais les ventes, mettons dans les plus petites unités, entre 6 et 12 de 2020, je les ai comparés avec 2021, on parle de 30 à 40 % plus cher pour la majorité, même dans l'entrée de gamme. C'est spectaculaire. Fait que ces gens-là se sont adaptés, je pense, à ces prix-là. Puis c'est devenu la norme, dans le fond. Là, c'est pas est-ce que c'est une bulle, est-ce que ça va continuer? Non, c'est la norme. Les valeurs sont là pour le supporter, locatives. Les loyers sont là, sont au rendez-vous. Mais il faut que tout le monde s'adapte, autant que les banquiers, que les évaluateurs agréés, que je connais encore des évaluateurs qui étaient à 5,5 % de TGA. C'est comme, hey, tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas regardé le marché. Puis, arrive en ville. Là, je te dis pas que c'est dans le dernier mois, mais tu sais, dans la dernière année et demie. Puis, c'est vrai, quand tu es habitué de payer 5,5, tu payes 5,2, 5, là, la première fois en bas de 5, 4,8. Puis là, finalement, en ce moment, à 4,15, ben, c'est cool, là, tu sais, au-dessus de 4. C'est tellement vrai. Hey, je me rappelle mes premières transactions à Sherbrooke, là, ça date pas de 10 ans. Là. On parle fin 2019. Là. J'achetais à du 6 et quart de TGA. Là, puis c'est drôle que tu dis ça, Alex, que toi aussi, tu as comme un moment donné manqué le bateau. Même moi, je considère, là, j'ai acheté quarantaine de propriétés en 2 ans. Là. J'ai même manqué le bateau. Il y a au moins 10 immeubles que je n'ai pas achetés parce qu'il y a comme une petite période de transition. J'étais comme, non, ça n'a pas de bon sens. J'ai payé 5 et quart de TGA à Sherbrooke. Moi-même, qui étais un investisseur parmi les plus actifs, j'ai eu à m'adapter en cours d'activité intense d'acquisition. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui n'avait pas acheté depuis 10 ans va capoter. Là. Je pense que Félix a dit un très bon point aussi, c'est que les divers acteurs du marché ont dû s'adapter à ça, autant les évaluateurs, comme mentionnait Félix, que les banquiers.
Je recule en 2020-2021, début 2021, les évaluateurs reconnaissaient dans le use les valeurs, mais dès qu'on arrivait dans l'optimiser, dès qu'on était un peu agressif, ils ne voulaient pas embarquer dedans. Là, aujourd'hui, on a vendu un immeuble, je pense, à du 4,60 de TGE, presque complètement optimisé. L'évaluateur suit, sort une valeur qui fait du sens avec la mise en marché qu'on fait. Je pense que les divers acteurs embarquent dans le bateau. Je regarde, moi, je suis chez Desjardins. Si tu vois un 5,5 au-dessus de 1 000 il y a 2 ans, t'es frileux, il fallait que tu aies un bon nom, un bon parc. Aujourd'hui, ils vont te demander pourquoi tu l'as pas loué plus cher. Ils se demandent s'il y a des problèmes. Tu sais. Ça, c'est clair. C'est fou, ça allait tellement vite. Écoute, Alex, je sais pas si tu te souviens, tu nous as vendu un 6 il y a comme 2 ans dans le centre-ville, 300 000. Je regarde ça, puis tu sais, c'est 3, 5,5, 3, 4,5, 3 logements de ville, je pense, dedans. Écoute, je pense que l'immeuble était, sans être super bien entretenu, avait un cachet assez incroyable en plus qui avait été préservé. Là. Super haut, tu sais, un cachet définitif. C'était vraiment. Écoute, le marché change, c'est incroyable. Puis comme tu disais, Nick, c'est tough des fois de regarder la forêt dans son ensemble parce que, tu sais, c'est facile de crier à la bulle immobilière rapidement parce que le point de repère qu'on utilise tout le temps, c'est le passé. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est comme, à Montréal aussi, c'est ça, tu sais, des fois, ils parlent de la bulle immobilière, mais tu sais, il suffit que tu regardes Vancouver, Toronto ou des villes similaires dans le monde, le Seattle ou etc., tu sais, aux States, tu te rends compte, hey, dans le fond, peut-être qu'on est en rattrapage en ce moment. C'est pas une bulle qui va sauter. Peut-être qu'on est même pas cher, en fait. Là. Exact. Peut-être qu'en fait, là, même en ce moment, puis j'ai un peu l'impression que c'est ça, là, à Sherbrooke encore, perso, là, moi, j'ai pas l'impression que c'est là pour s'arrêter, là, à moins que la croissance démographique freine ou qu'il y ait vraiment beaucoup de constructions neuves abordables de manière massive qui fait en sorte que. Mais tu sais, on dirait que je le vois pas vraiment, puis j'ai l'impression qu'il faut garder ça en tête, là, que le marché continue à gonfler, puis que c'est pas une bulle, c'est vraiment un rattrapage, en fait. Je pense que le meilleur exemple qui vient un peu prouver ça, c'est surtout la valeur locative qu'on parle depuis le début qui vient supporter ces nouvelles valeurs-là. Donc, clairement, il y a une clientèle qui est prête à payer ce prix-là, ce qui fait que ça fait du sens. Si on serait dans des valeurs très élevées, mais avec des loyers encore bas, évidemment, ça serait probablement dû juste à une confiance du marché. Mais je pense que la valeur locative vient un peu légitimer ça, si on peut dire ça comme ça. C'est clair. Puis je pense que, tu sais, aussi au niveau... en tout cas, moi, pour les marchés secondaires, ce que je regarde beaucoup, c'est la croissance, non seulement démographique, mais la croissance de l'emploi. Puis pas juste la croissance de l'emploi du nombre de jobs créés, mais la qualité des emplois. Puis, tu sais, tu pourrais nous en parler, Félix, toi. Mais exemple, à Sherbrooke, nous, les trois, on connaît un peu plus Sherbrooke. Tu sais, récemment, l'annonce d'Ubisoft qui arrive. Il y a un quartier techno qui est installé au centre-ville de Sherbrooke, en plus du projet Well Sud. Tu sens... Écoute, il y a une compagnie d'ingénierie de fusées, de roquettes, je pense européenne, qui vient de s'installer au centre-ville, qui est en train de s'installer au centre-ville. Personne n'en parle, personne ne le sait. Il y a comme une espèce de dynamique au marché de l'emploi, parce que c'est sûr que Sherbrooke, c'est une capitale universitaire. Tu as l'université de Sherbrooke, tu as l'université de Bishops, en plus, une université anglophone, qui est peut-être moins cotée d'un point de vue technologique, technique, mais qui amène des capitaux. Les gens qui envoient leurs enfants à l'université de Bishops, c'est des gens aisés. Je vois beaucoup de gens, mettons, d'Outremont, puis de Westmount, puis de TMR, très aisés, des gens d'affaires qui envoient leurs enfants à Bishops. Puis là, finalement, l'enfant reste collé à Sherbrooke. Il se porte business. Il y a les capitaux des parents puis de la famille. Fait qu'il y a comme une création de capitaux, une migration. Puis en plus, Sherbrooke, c'est l'endroit où il y a une deuxième plus grande immigration qui se fait en dehors du grand centre de Montréal. T'sais. Puis l'immigration, avec ce qu'on voit avec le gouvernement fédéral, on a une vague d'immigration qui s'en vient. Là. Trois-Rivières, tu vois-tu la même chose, Félix? C'est-tu... Clairement. On le regarde, le taux de l'emploi, on a tous des problèmes d'embauche comme partout ailleurs. Le national. Ah ouais? Ce que je veux dire. Aussi? Avant, on était considéré Trois-Rivières, c'était la capitale du chômage. Tu sais. Ouais. Reconnu pour ça. C'était des taux de chômage 8. Essaye de trouver du pas dire au chômeur à Trois-Rivières, puis t'en trouves plus. Là.
Effectivement, ça vient plus dans le menu du jour, en tout cas. C'est rendu des poutines fancy avec du canard effiloché 3A avec des pépites d'or dessus. Là. Non, mais effectivement, oui, l'emploi se développe à vitesse grand V, mais évidemment, à Trois-Rivières, on est chanceux aussi d'avoir l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a le port de Trois-Rivières, qui est quand même un gros moteur de développement économique aussi, entre Montréal et Québec. Fait que c'est sûr qu'au niveau emplacement géographique, ça bouge beaucoup. Puis beaucoup de toutes les industries à Bécancour, des industries dans le lithium qui sont en train d'arriver, puis ça débarque à un coût de centaines, voire milliards de dollars d'investissement. Fait que je pense que on peut dire ça aussi, je pense, pour le Québec de façon générale. On est quand même très, très, très bien positionné à l'échelle nationale puis à l'échelle même mondiale pour l'emploi actuellement. Fait que c'est sûr que ça l'aide à tirer toutes les valeurs, toute la valeur locative, etc., vers le haut. Pour changer, je dérive peut-être un peu de ta question, mais je parlais avec des conseillers municipaux récemment, puis sur un panel en lien avec les normes politiques à Trois-Rivières, puis une des conseillères disait qu'elle avait quand même qu'elle voulait qu'on adresse l'enjeu de l'abordabilité du logement. Puis elle disait, c'est pas normal que des gens payent jusqu'à... faut que des gens déboursent 30% de leurs revenus pour... je suis comme, là, je comprends que vous dites ça, là. On est à Trois-Rivières, on parle de des logements à 600-700, puis on parle à un pourcentage de revenus qui est 30%. Si on se recule de ça un peu, là, puis on se compare aux pays du G7, puis qu'on se compare dans le monde, là, on est la place dans le monde où l'abordabilité du logement est la plus élevée. Puis au Québec, dans le Canada, on est la place où l'abordabilité du logement est la plus élevée. Puis au Québec, Trois-Rivières, c'est la place où dans le Québec, l'abordabilité du logement est la plus élevée. Fait que là, il faut quand même se reculer un peu, là, puis se ressaisir, puis comprendre que l'objectif, c'est pas que ça soit plus abordable, c'est de garder cette abordabilité-là, puis peut-être de ne pas l'effriter trop rapidement, mais on est en rattrapage, puis c'est ça qui va se faire à travers la planète, là, puis à travers le Québec, puis je pense que c'est la même chose pour Sherbrooke, que je pense que les loyers se comparent quand même, mais je pense que c'est Félix Blanc tantôt qui parlait de ça. Ben, cette bulle immobilière-là, quand on compare les différents paramètres, effectivement, je pense pas qu'on peut la considérer comme une bulle parce qu'on ne remplit pas tous les paramètres. On est dans le rattrapage, puis on est quand même au niveau comparable faible par rapport à tous les autres pays. Là. Puis Trois-Rivières, c'est le plus abordable, mais c'est aussi probablement l'endroit au Québec où les taxes municipales sont les plus élevées, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Après Shawinigan. Non, Shawinigan, oui, effectivement, parce que Shawinigan, il y a tellement de petites valeurs et de grosses valeurs que. Mais oui, effectivement, quand je vous parlais de ça tantôt, les dépenses sont élevées et les revenus ne l'étaient pas. C'était ça un des problèmes de Trois-Rivières. Puis oui, quand tu regardes, évidemment, pas au niveau du taux d'imposition en lien avec les valeurs, mais quand tu regardes au niveau du taux, mettons, par habitant, ou bien par logement, oui, on est dans les plus élevés. C'est sûr que c'est tough d'avoir des belles valeurs quand tu n'as pas de revenus et tu as plus de dépenses. Là, tu sais. Ça, c'est certain. Puis, l'autre chose que dans l'histoire de l'abordabilité du logement, c'est un point qui a été soulevé dans le panel de macroéconomie ce matin. C'était, ça serait le fun aussi que, tu sais, de l'autre bord, qu'il y ait autant d'énergie. Puis, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'énergie de mise dans l'abordabilité de logement, puis qu'il faut, comme tu dis, maintenir une abordabilité dans la croissance. Là. Mais ça serait le fun qu'on mette un peu plus d'emphase et d'énergie sur la création de jobs. Puis la création de jobs payantes. Parce que l'abordabilité de logement est dépendante également là, du marché de l'emploi. Puis plus qu'on a des jobs payantes, plus qu'on a une croissance des salaires, bien, on est capable de supporter une augmentation du coût des logements. Puis l'augmentation du coût des logements, là, elle ne vient pas de vilains propriétaires comme nous quatre ici. Là. L'augmentation du coût des logements est une résultante, est un produit secondaire du coût de construction et du coût d'opération et du coût de financement de toutes ces belles choses-là. Fait que, tu sais,
J'aimerais bien ça, moi, rénover un logement en entier puis le louer 700$. Hein. Mais la vérité, c'est que si je le loue en bas de 1300-1400$, ça va être moi qui vais être dans un logement de 100$ par mois avec mes enfants. Là, ouais, il y a l'histoire du coût, puis il y a aussi l'offre et la demande, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, si on double de population dans une ville, il y a 2 fois plus de demandes. C'est sûr que les loyers vont monter. À quelque part, je veux dire, on ne peut pas vivre dans un monde où on croit que les loyers appartiennent pas au monde de l'offre et de la demande. Ça se situe dans cet univers-là. C'est Ouais, puis je pense que tu le dis bien, Félix, mais on dirait que quand on parle de logement, on n'est pas capable de comprendre que c'est régi exactement par ce phénomène de base-là. Mais quand on parle, exemple, du prix de l'essence ou du prix de n'importe quoi d'autre, on dirait que les propriétaires, c'est des méchants propriétaires. C'est à cause d'eux qu'il y a cette croissance-là. C'est juste eux qui créent ça artificiellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une... Je ne sais pas comment mettre le mot dessus, mais il y a comme une mauvaise perception des gens, justement, face à la croissance des loyers. Je pense pas qu'on avance à rien en essayant de démoniser quiconque. Là, puis je pense que si on tente de démoniser autant des gens qui sont du côté communautaire que du côté politique, que du côté des propriétaires, on n'aide pas personne en démonisant. Lancer la flèche à quelqu'un, c'est la pire chose à faire. Je veux dire, moi, j'ai grandi de même en étant appris de... Tu veux que quelqu'un soit collaboratif, tu veux que les choses avancent, mais c'est pas en lançant des flèches aux autres que tu vas réussir à faire ça. C'est pas de même la collaboration fonctionne. Puis, tu sais, je donnais l'exemple ce matin. Hey, je suis allé faire l'épicerie hier. C'est la première fois que je suis allé faire l'épicerie depuis quasiment 2 mois. 2-3 mois, c'est ma blonde qui le faisait. Je suis arrivé devant le bœuf haché. Je me suis dit, ça serait bon de manger des hamburgers. Et j'ai eu une méchante claque à la gueule. Le bœuf haché, là, le paquet que j'achetais qui était à 6-7$, 14,50$. 14,50$. Mais je trouve ça particulier qu'on tente de démoniser autant les propriétaires. Puis oui, il y en a des mauvais propriétaires. Là. J'argumenterai jamais ça. Il y a des mauvais propriétaires. Il y a du monde qui font des rénovations agressives et sauvages. Il y a du monde qui ne s'occupe pas de leurs locataires et qui s'en foutent. Il y a du monde, c'est le même dans tout. Là. Dans tous les domaines, il y a des mauvais acteurs. Mais c'est ça qu'on n'est pas en train de crier sur tous les toits à quel point que les producteurs de bœuf, c'est des gens mal intentionnés, des capitalistes à mort. Le bois d'œuvre, le bœuf est incroyable. L'essence, quand ils mettent de l'essence tantôt, là, ben ouais, pas loin du 2$ le litre, là, ça s'approche. Là. Ça va arriver. Il va falloir que finalement je m'achète une Tesla, je pense. Ben écoute, va pas plus loin que l'habitation. Parce que je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour, puis il disait ouais, là, des fois, c'est fou, les propriétaires, ils augmentent leurs revenus. Puis cette fille-là, elle venait de s'acheter une maison, elle venait de vendre son autre maison. Parfait, je dis comment tu l'as payé ta maison, ton autre maison? Tu avais 150 000, quand tu l'as revendu 275, fait un beau profit quand même. T'étais-tu gêné quand tu l'as vendu ce prix-là pour la petite famille qui achetait? Ah ben, elle était comme toute surprise de comme, là, tu me parles qu'on ne devrait pas augmenter le loyer, mais toi, au passage, avec une petite maison, un bungalow normal, tu as aussi également pris cette valeur-là puis tu en as profité. Tu n'as fait aucune réno puis tu as c'est ça, c'est ça le marché de l'habitation. Ouais, oui, il y a les logements, mais il y a aussi tous les condos, puis les unifamiliales, les jumelés, mais c'est tout ça qui prend cette valeur-là. Fait que pourquoi ça ne peut pas être juste d'un côté des maisons unifamiliales, des condos qui prennent la valeur, qui se revendent le double, puis que les logements, eux, ils restent régis dans leur cancan avec l'inflation. Des fois, il y a ce parallèle-là qu'on oublie. Là. Oui, je suis super d'accord. C'est comme tu peux pas compter sur la charité des gens pour créer des impacts sociaux, en fait. Là, parce que, je veux dire, c'est pas en ayant une personne qui va renoncer à son profit à la revente de sa maison, ou en renonçant à louer tes loyers à la valeur qu'ils ont sur le marché. C'est pas comme ça que tu vas créer des vrais changements. Je pense que moi, c'est plus par des programmes comme celui de la PH Select là, dont vous parliez justement tantôt. Là. Ça, c'est nice parce que je trouve que ça fait coïncider les intérêts personnels avec les intérêts collectifs. Puis moi, dans ma tête, c'est comme ça que tu impactes une société. C'est parce que je pense qu'il faut toujours partir du postulat qu'il n'y a personne qui va faire de la charité en affaires. Il n'y a personne qui se met en affaires pour renoncer à ses profits. Mais tu peux pas. C'est le concept en avion. Ma mère est agente de bord.
Le concept en avion, la première chose que les agents de bord essaient de nous apprendre, il n'y a personne qui écoute là, quand on s'en va en voyage parce on s'en sac là, de ce que les agents de bord disent. Là. Mais c'est si tu es avec un jeune enfant, là, puis que l'avion commence à crasher ou qu'il y a un problème, puis que les masques descendent, là, va pas mettre le masque sur l'enfant. Mets le masque sur ton visage. Mais le concept, ce que tu viens de dire là, la charité en affaires, là, si l'entrepreneur ou l'entreprise décide de ne pas prendre de profit, de ne pas générer de profit, c'est pareil comme aller mettre le masque sur l'enfant. Ça va être cool au début, là. Ça va être vraiment, c'est des beaux programmes, c'est le fun, c'est cute, là. Mais l'entreprise va être morte après. Comme le parent va être mort, puis qui va tenir le masque ensuite de l'enfant? Puis ça revient un peu aux métaphores de apprends-moi à pêcher au lieu de pêcher pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus sur les œuvres charitables, sur la charité, à quel point que. Tu sais, moi, ma conjointe, elle travaille en santé communautaire, elle travaille avec des populations avec certaines difficultés. Moi, j'ai grandi dans des quartiers avec des populations avec certaines difficultés. Puis, il faut toujours faire attention à la réponse facile que la charité, c'est la solution pour s'en sortir. Je pense pas. Je pense que, comme tu l'as dit, Félix, d'avoir une espèce d'intersection entre le privé, le public, l'entrepreneuriat, la charité, plus qu'on regarde avoir une intersection là-dedans, je pense que c'est là qu'on est capable d'avoir des solutions peut-être plus durables. Oui, exact. L'impact va être massif. C'est ça qui provoque les changements. Est-ce que vous trouvez que c'est le... Je ne veux pas vous inciter à répondre de cette manière-là, mais c'est quoi le plus grand défi comme investisseur que vous voyez dans des marchés secondaires versus, mettons, quelqu'un qui investit dans des marchés primaires? Si je peux commencer, en fait, je te dirais que je vois de moins en moins de défis versus un marché primaire. Si vraiment ta question s'applique à comparer un marché secondaire avec un marché primaire, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de défis. Je le disais tantôt, les différents acteurs du marché nous suivent maintenant, embarquent dans les projets avec nous, embarquent dans les valeurs. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment plus de difficultés. En tout cas, il n'y a pas un écart de difficulté qui est majeur comme avant, disons. Là. Surtout au niveau des prises de valeur, des valeurs potentielles, toutes ces choses-là. Moi, je le ressens beaucoup moins personnellement en tant qu'investisseur. Je pense qu'à niveau peut-être aussi plus élevé, en lien avec le volume, on regarde des mises en marché de logement, etc., dans des marchés qui sont plus faibles. On peut avoir des marchés secondaires, on peut avoir des mises en marché par année de 300, 400, 500 logements. Fait que c'est sûr, quand tu arrives avec des projets qui ont des 80 unités, 120 unités, il y a aussi des défis, je pense, d'absorption. Fait que c'est sûr, là, c'est à plus haut niveau, on s'entend. On est moins dans les 6 logements, mais c'est quand même à considérer quand tu développes un marché. Les institutions financières, les acteurs du marché comme les évaluateurs, ben, ils vont aussi te demander beaucoup plus de diriger tes études de marché dans la capacité d'absorption de ton projet. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on va avoir comme défi là, prochainement. Fait que je pense qu'à plus haut niveau, il y a ce défi-là. Très bon point. Oui, honnêtement, je sais pas, moi, dans mon esprit, c'est vraiment clair que c'est plus facile, les marchés secondaires, là, mais j'ai pas fait mon chemin dans les marchés primaires, puis des gens qui pourraient dire le contraire. Peut-être au niveau des professionnels qu'on rencontre, ben là, Alex, moi, je suis vraiment content de t'avoir trouvé, mais on en parlait au début, là, il y a des courtiers, des fois, dans les marchés plus reculés qui, tu as besoin de faire de l'éducation parce qu'ils sont pas, mettons, le pogo le plus dégelé de la boîte. Fait que, ça prend un peu de travail, mais puis, c'est un peu la même chose, du point de vue des notaires. Il y a des notaires qui vont dire une balance de prix de vente, c'est illégal. Fait que là, t'es comme. Puis je pense que genre. Il faut qu'il arrive en ville comme l'évaluateur qui est encore à 5,5 de TGA. Là. Exact. Puis les évaluateurs, c'est un peu ça aussi. J'ai l'impression que peut-être un des avantages des secteurs primaires, c'est qu'ils doivent avoir tellement de volume qu'à un moment donné, tu as comme ton reality check, tu le fais plus vite peut-être. Ouais. Mais sinon. 100% d'accord avec toi, Félix. Il y a aussi, je pense qu'un des points, puis c'est en lien avec ce que tu dis, c'est l'historique. On est encore un peu comme ancré dans cette. Ouais, mais là, 3 ans, c'était 6 le taux de vacances, puis que les loyers se louent à 600, mais pendant que Montréal, eux autres, la courbe de croissance a été pas mal moins élevée, fait que le changement est pas mal moins élevé. On n'a jamais vu ça, là. En ce moment, je regardais toutes les statistiques de la SCHL qui sont sorties là, cette semaine.
Montréal, dans des quartiers comme le Plateau, c'est une des seules places où ce que le taux de vacances au Québec a augmenté. La périphérie de Montréal, le taux de vacances a diminué, mais dans des places très, très, très centrales, principalement aussi étudiantes, le taux de vacances a augmenté. Mais ça, au Québec, je pense que c'est une des premières fois que ça arrive, où dans les grands centres, dans les prime spots, le taux de vacances augmente, tandis que toutes les régions ailleurs au Québec, le taux de vacances diminue. Alors, là, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Fait que c'est sûr que je pense que dans les régions après, ben, je m'astinais avec le banquier la semaine passée, il prenait encore un taux d'inoccupation à 5 C'est parce que là, ben oui, mais c'est normé. Oui, mais parce que là, c'est comme complètement déconnecté. Là. Quand même bien que tu me prennes une moyenne de 10 ans là, du marché dans cette région-ci. Fait que je pense qu'il y a aussi, bref, un autre défi pour répondre à ta question directement, Nick. Je pense que c'est l'historique qui est à quand même bâtir. Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il y a un aspect. Tu sais, moi, je l'ai vécu, il y a 2 semaines, avec une certaine petite. On va appeler ça une. Moi, j'appelle pas ça. On va appeler ça un engouement médiatique. Mais, tu sais, la manière que les médias fonctionnent aussi dans les petites places comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, c'est que c'est comme des micro-climats. Hein? Fait que c'est plus facile d'être remarqué et remarquable, que ce soit positivement ou négativement, que, exemple, à Montréal. Tu sais, la vérité, c'est que oui, exemple, dans mon cas, moi, j'achète beaucoup d'immeubles, mais tu sais, à Montréal, il y a du monde qui achète plus d'immeubles que moi, je pense. Tu sais, je pense pas que je vais être le plus actif, mettons, comparé à des grands joueurs de Montréal. Puis même des grands joueurs de Québec, là, je veux dire, j'en ai des anciens clients de chez Hervé, je sais très bien, ils sont pas mal plus actifs encore, là, puis on n'entend pas parler. Donc, il y a peut-être cet aspect-là, ou que ce soit médiatique, ou que ce soit carrément comme hey, ça fait jaser. Tu sais, combien de fois qu'Alex, on a cette discussion-là de quelqu'un qui est comme ouais, telle personne me parlait de toi. Tu sais, c'est comme, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, pourquoi il parlait de moi? Tu sais, ça, c'est un peu plus. C'est un peu l'esprit de village qu'on pourrait dire. C'est ça, exact. Tout le monde se connaît, puis c'est sûr ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Tu soulèves un bon point quand tu nous demandais, bon, c'est quoi les avantages, les avantages. Peut-être qu'on peut dire que c'est un peu des deux. C'est un avantage à certaines fois, mais ça peut aussi jouer en notre défaveur à certaines fois. C'est vrai que c'est un marché où tout le monde sait tout. Ben, tu le vis même, toi, quand il y a une opportunité hors marché, tu la reçois 17 fois de 17 personnes différentes, dans le fond, à 17 prix différents, avec 17 Ils sont tous bien excités de me présenter une affaire en marché comme si c'était comme si c'était le don de Dieu qui arrivait. Là, mais je pense que c'est vrai que ce que tu dis, on le vit à Sherbrooke. Moi, je suis quelqu'un qui est originaire, on peut dire, de l'Abitibi. Puis, c'est une mentalité qui se rapproche de ça. Bon, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde se rencarde sur tout le monde. Puis, médiatiquement, comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu géré comme ça aussi. Ouais. Puis, on va terminer là-dessus, les petites différences aussi. Tant que dans les marchés secondaires, il y a des opportunités où il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui voient des opportunités dans les environs des marchés secondaires. Hein, tu sais, comme, mettons, on pourrait penser à Shawinigan. À Shawinigan. Et Christian Landry, j'ai regardé les commentaires. Shawinigan, puis disons Magog à Sherbrooke. Parlons de ces deux endroits-là. Vas-y que Shawinigan, Félix, t'es excité, t'aimes ça quand je parle de Shawinigan. Je pense que t'es plus excité que moi par Shawinigan. Moi, c'est parce que j'aime ça la bière du Trou du Diable, pour ça. La prochaine fois, je vais t'en montrer d'autres. C'est bon. Christian Landry qui posait comme question, pouvez-vous parler un peu du marché de Shawinigan et les différences avec Trois-Rivières? Ben, je pense que cette question-là, c'est exactement la question que tu poses, dans le fond, que la différence entre des marchés secondaires et des marchés peut-être presque tertiaires. Ouais. On peut appeler Shawinigan un marché tertiaire quand même. Effectivement, ouais. Je pense que les différences, bien évidemment, ça va toujours être un peu en lien avec ce que je disais tantôt, la capacité d'absorption, mais aussi ce qui vient jouer avec ça, c'est le taux de vacances qui va fluctuer aussi de façon plus agressive. Par exemple, Montréal, on voit beaucoup moins de grosses fluctuations à Montréal. Trois-Rivières, on en voit déjà un petit peu plus, mais Shawinigan, encore plus élevé. Fait que, ce qui est vrai aujourd'hui peut quand même se modifier dans le temps de façon plus accentuée. Le taux de chômage, même affaire, dans des plus petites villes comme Shawinigan,
2, 3 grosses industries qui ferment ou que finalement ne viennent pas, ça affecte le taux de chômage de façon significative dans une ville. Fait que la fluctuation, autant dans les valeurs, mais ça s'applique justement à tout. Ça s'applique dans le taux de chômage, ça s'applique dans le taux de vacances, ça s'applique dans justement le potentiel, donc l'offre et la demande, fait que la valeur locative potentielle. Fait que c'est là que je pense qu'il y a une stabilité qui est beaucoup moins, qui est beaucoup moins présente, et donc une incertitude, et donc un risque qui est plus élevé. Ouais. Et c'est là que justement, dans le calcul du TGA, on va donner, on va exiger un rendement qui est plus élevé dans ces marchés-là, parce que ton risque de fluctuation est beaucoup plus élevé aussi. Fait que le marché de Trois-Rivières versus le marché de Shawinigan, c'est un peu comme ça que je pourrais répondre à la réponse de Christian. Ben, c'est un marché qui a de possibles fluctuations qui est beaucoup plus élevé. C'est un marché qui va quand même bien, puis je suis même très surpris du marché de Shawinigan depuis 2 ans. Il y a beaucoup de demandes. Passer des taux de vacances de 8 maintenant, je pense que je le regardais l'autre jour, c'est 2 de taux de vacances, qui est quand même faible. La valeur locative va continuer de s'élever. Alors, c'est des bons marchés. Ça reste des marchés tertiaires avec une fluctuation qui va être beaucoup plus élevée et selon les conditions de l'environnement de ce marché-là. C'est particulier parce qu'exemple, ici à Magog, qui est un peu, on pourrait dire l'équivalent de Shawinigan de Trois-Rivières, mettons, là, le Magog de Sherbrooke. Ça me semble un peu plus... Ouais, c'est un peu comme la Rive-Sud de Montréal. Un peu plus, on va appeler ça de villégiature. Là. Fait que c'est clair que le comportement est différent. Tu sais, à Magog, les prix sont très semblables à Sherbrooke. Il y a moins de précarité, exemple. Il y a moins de différence de précarité entre Sherbrooke et Magog que, mettons, Trois-Rivières et Shawinigan, selon moi. Oui, absolument. Puis je pense que Magog est un peu, c'est peut-être le mauvais exemple dans le sens où c'est vraiment une banlieue de Sherbrooke. C'est comme annexé à la ville de Sherbrooke, si on veut. Comme tu dis, on est vraiment dans des valeurs qui sont très semblables. Puis c'est une population aussi qui est quand même, comment je pourrais dire, pas fortunée, mais qui ont quand même beaucoup d'argent. C'est très touristique, ça amène énormément de monde. Bon, il y a le lac Magog qui est juste à côté. Ouais. Le marché de l'emploi est fort à cause de ça. Exact. Même au niveau de l'offre de restauration et des commerces, ces choses-là, la rue principale à Magog, c'est bien mieux que la rue principale à Sherbrooke pour le moment. Mais, on travaille là-dessus. Exact, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est un marché qui est quasi secondaire, tant qu'à moi. Là. Il n'y a pas beaucoup de multilogements, c'est énormément résidentiel aussi, ou du petitplex. Puis c'est des valeurs qui sont très similaires à Sherbrooke. Exemple, Sherbrooke avec East Angus ou Sherbrooke avec Windsor. Là, on parle vraiment une différence entre exactement secondaire, tertiaire. Je pense que Magog, c'est quasiment un marché secondaire. Là, d'ailleurs, on a eu un commentaire. On dit « Cela fait plusieurs fois que j'entends parler de l'augmentation des coûts de nourriture. Ne généralisez pas le blâme sur les agriculteurs qui reçoivent peu d'augmentation sur leurs produits. Merci. Noumi, on ne généralise pas, puis on ne tente pas de blâmer les agriculteurs. On les adore, les agriculteurs. C'est des excellents investisseurs immobiliers. Je pense que tu n'as pas compris le point qu'on tentait de faire. C'était de ne pas jeter le blâme sur les agriculteurs. On tentait d'utiliser l'exemple à quel point que, justement, pourquoi on blâmerait davantage les investisseurs immobiliers, des propriétaires d'immeubles, alors qu'on ne blâme pas, justement, les agriculteurs. Puis on ne devrait pas les blâmer, comme on ne devrait pas blâmer les investisseurs immobiliers. C'est le coût de la vie en général qui augmente. C'est ça. Le point, c'est au contraire de dire la fluctuation des valeurs des choses n'est pas due à de la mauvaise foi. C'est ça le point qu'on essaie de faire. C'est dû au libre marché, c'est dû à la synergie qu'il y a dans ce marché-là. Mot de la fin pour les investisseurs des marchés secondaires. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont présentement à l'écoute et qui veulent investir dans un marché secondaire, qui hésitent peut-être ou qui sont déjà investis? Moi, je pourrais commencer peut-être par dire que, tu sais, je pense qu'on a tous le réflexe de, mettons, regarder une bâtisse qui a du potentiel puis se dire, écoute, je vais acheter ça parce qu'en actualisant le potentiel, je vais créer une valeur. Je pense que l'idée, c'est peut-être de regarder aussi les secteurs dans lesquels vous investissez de la même manière, dans la mesure où vous pouvez investir dans des secteurs qui ont du potentiel puis qui vont prendre en valeur. C'est aussi une manière de créer de la plus-value. Je pense que si vous êtes capable de faire ça, vous allez avoir une belle plus-value sans nécessairement mettre beaucoup de jus de bras, ou en tout cas pas en mettre autant que dans des secteurs qui sont déjà stables. Fait que c'est un peu ça mon point en ce moment. Puis je pense que c'est vraiment là pour rester cette croissance-là. Peut-être moins intensément, mais je suis sûr que les secteurs secondaires vont continuer de
rattraper les secteurs primaires, surtout avec ce qu'on voit avec la COVID, l'espèce d'exode de la ville vers les alentours. Je pense que c'est une tendance qui est là pour rester. Là. Pour enchérir sur Félix, on est un peu dans le même marché. Je pense que justement, ce boom-là est encore, le momentum du marché est encore en ce moment. On le vit encore. On sent qu'on n'est pas nécessairement à la fin de ce momentum-là, donc les valeurs vont probablement continuer à augmenter. Mais il faut juste faire attention aussi, comme on parlait avant, autant que les valeurs augmentent, mais aussi le prix d'un loyer. Donc, peut-être que les valeurs, les TGA vont stagner, mais si on achète une immeuble qui a des revenus qui n'ont pas été adaptés au marché, je pense qu'il y a encore un très bon potentiel à aller chercher, malgré le fait que, disons, que les TGA arrêteraient de compresser. Je renchéris en disant ça. Puis, comme je disais un petit peu plus tôt, peut-être renchérir sur mon point, c'est un marché, même comme tu disais, Félix, qui est plus facile quasiment qu'un marché primaire. Donc, je ne pense pas qu'il faut voir ça de la mauvaise façon. Très d'accord avec vous, les gars. On a eu, je pense, dans les marchés secondaires, on a eu deux grosses années de rattrapage au niveau de la valeur locative. On a eu 2 grosses années de correction de marché. Je pense pas que si on regarderait la courbe, qu'il faut s'attendre à revivre encore 2 ans comme ça. Je pense quand même que les attentes en lien avec la croissance des revenus, elle va se stabiliser. Je vois quand même. Il me semble que je pense que tout l'exode qu'il y a eu des gens de Montréal puis de l'extérieur vers ces marchés-là, je pense que il va probablement avoir un retour du balancier un petit peu. Les gens vont être contents de revenir à Montréal, d'assister sur les bancs d'école, etc. Fait que je pense que ça va. Je suis d'accord avec vous que ça va continuer. Je pense qu'on va continuer à être un attrait qui est beaucoup plus présent qu'il l'était auparavant. Et je pense que ça va rester quand même, qu'il ne faut pas s'attendre à revivre encore des 30 d'augmentation comme on a vécu. Mais le rattrapage, ça ne se fait pas en 2 ans non plus. Là, ça se fait aussi avec un taux de rotation puis un mouvement. Actuellement, dans les dernières années, on voyait de façon sur 1600 logements, exemple, on avait un taux de rotation d'à peu près 25 Cette année, il y a 8 des gens qui quittent. Là. Wow. Fait qu'il faut s'attendre aussi à ce que ça fait que le potentiel de croissance des revenus de loyer est aussi un petit peu plus faible que quand on a du mouvement de 25 là. Fait qu'il faut juste faut en prendre conscience, puis je pense que, comme dirait mon ami Arruda, la courbe va s'aplatir. Mais tu l'as engagé? Il est libre, agent libre. Agent libre, tu pourrais l'engager. Mais bref, je suis d'accord avec vous autres. C'est des marchés, je pense, qui sont plus faciles, moins en demande, puis moins spéculatifs, donc qui sont plus logiques. Puis je pense qu'on va continuer à avoir une belle croissance. Mais moi, je vais finir avec un conseil pour les gens qui investissent dans les marchés secondaires, mais qui viennent de l'extérieur du marché secondaire. Donc, des gens, exemple, de Montréal qui vont à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, ou des gens de Québec qui vont à Sherbrooke ou Trois-Rivières. Faites pas l'erreur de penser que parce que c'est un marché secondaire, qu'il n'y a pas de différence entre les différents secteurs de ce marché-là. T'sais, les gens de Québec pensent souvent que Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. Ils ne comprennent pas la différence entre le Cap, puis la petite Pologne, puis le centre-ville, puis Trois-Rivières-Ouest, puis Shawinigan, justement, puis Bécancour. Ils ne comprennent pas cette différence-là. Puis Saint-Angèle, tu sais. Même chose pour Sherbrooke. Les gens de Montréal ne comprennent pas la différence entre le centre-ville, Fleurimont et l'Est, le Mont-Bellevue. Il y a même certains courtiers qui pensent que le centre-ville, c'est le Vieux-Nord, alors que c'est 2 endroits complètement différents. Donc, il faut faire attention à ça. Même chose à Gatineau, là. Hull et Aylmer, c'est 2 mondes, ça se comporte différemment. Faites pas cette erreur-là si vous arrivez de l'extérieur. Si vous arrivez de l'intérieur, vous êtes un investisseur d'un marché secondaire qui vient de ce marché-là, essayez d'aller voir ailleurs. Essayez d'ouvrir un petit peu vos horizons, là, puis de sortir de votre petit patelin là, avant de continuer à investir, parce que pour la plupart d'entre vous, là, vous avez des œillères, puis vous ne voyez pas ce qui s'en vient, puis vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Puis ça, c'est même vrai pour les gens à Montréal et Québec. Là. Comme on disait tantôt, là, faire un tour à Toronto, puis à Ottawa, puis à Toronto, puis à Vancouver, puis à Seattle, puis à Denver, là, puis à Orlando, puis à Memphis, puis à Nashville, là.
Après ça, reviens à Montréal, là, puis on va s'en jaser de ce que tu penses du marché, puis tu vas voir, ta vision va changer drôlement. Donc, je terminerai là-dessus. Journée super enrichissante. Forum des investisseurs. Une grosse journée, je pense que ça va être à répéter. Félix et Alex, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vous être prêtés au jeu et de contribuer à aplatir la courbe du tour de vacances. Ouais, c'est ça. Là, je ferai la demande. C'est ça. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci, merci, Nick. Salut, merci.